Notre association, notre métier, c'est favoriser le maintien à domicile. C'est ce que les gens souhaitent quand c'est possible. Eh bien, c'est ce que nous faisons tous ensemble. Parmi les valeurs priorisées par l'association, il y a la bienveillance. C'est ce qui va nous tendre vers la bientraitance. Et de cette bientraitance, en fait, on est attendu en termes de bientraitance dans nos pratiques professionnelles. Géraldine Heim va faire une présentation sur ce qu'est la bientraitance. Madame Simonin est cadre de santé, docteur Dimitrov. Les trois intervenants vont nous présenter la bientraitance au sens à la fois réglementaire, pratique. Et l'équipe, alors ça c'est quelque chose de... Alors, Dan, Yasmina et Pauline vont, alors c'est peut-être une première pour vous, vous faire participer justement à qu'est-ce que c'est que la bientraitance au quotidien. Alors, je vais vous parler des référentiels, des recommandations et aussi de qu'est-ce qu'il y a comme enjeu quand moi j'interviens justement dans l'espace privé. Donc la bientraitance est une culture qui inspire les actions individuelles et les relations collectives au sein d'un établissement ou d'un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l'usager et garde à l'esprit le risque de maltraitance. C'est que la bientraitance c'est à la fois quelque chose qui vous implique au niveau individuel, mais pas que. La bientraitance c'est aussi collectif, c'est extrêmement important. C'est garder à l'esprit le risque de maltraitance. Une chose qui est importante, c'est que la bientraitance, c'est pas le contraire simplement de la maltraitance. Je m'explique, c'est pas parce que je ne suis pas maltraitante que je suis bientraitante. La bientraitance, elle n'est pas acquise, donc c'est un questionnement permanent. C'est vraiment ce que je vais faire en plus dans l'idée du bien-être de l'usager. Bientraitance, maltraitance sont échos l'un à l'autre, mais attention à bien garder en tête cette mémoire du risque. Ce n'est pas un acquis, la bientraitance. Ça veut dire qu'à votre niveau, à vous, et là je m'adresse au niveau individuel, à vous en tant que professionnel, c'est de garder en tête que vous ayez toujours une démarche volontaire. La volonté de quoi? La volonté de faire le bien pour l'autre, la volonté de répondre à ses besoins, la volonté d'être finalement, on va dire un peu irréprochable dans ce que vous faites, avec les moyens que vous avez évidemment, mais toujours garder en tête cette démarche de vouloir faire le bien pour le bénéficiaire. Et une des premières portes d'entrée à la maltraitance, c'est les habitudes. Quand on a un fonctionnement par habitude, quand on a un fonctionnement où finalement on a la tête dans le guidon et qu'on maîtrise ce qu'on fait, ce qui est très bien, on ne réfléchit plus forcément à ce qu'on fait. Mais ces habitudes-là, elles nous amènent à moins se questionner sur ce qu'on fait. Alors, l'éthique dans tout ça. Alors, l'éthique, c'est un terme qui peut être un peu complexe et on ne sait pas trop comment le définir. De manière assez globale, on va dire que l'éthique, c'est tout ce qui relève de la réflexion sur les valeurs qui vous amènent à faire certaines choses. Éthique, morale, ce sont deux notions qui font écho l'une à l'autre. L'éthique vise à éclairer, à soutenir la démarche de ceux qui font, de ceux qui sont dans l'action, de ceux qui s'efforcent au quotidien d'accompagner les personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de soins. Donc effectivement, réflexion éthique, ça signifie quasiment tout le temps qu'il y a une réflexion collective. C'est que vous intervenez à domicile. Vous rentrez vraiment dans l'espace privé de la personne avec tout ce que ça implique. Je ne rentre pas que dans son domicile, je rentre dans son fonctionnement familial, dans ses habitudes de vie, dans son quotidien avec peut-être certaines croyances, certaines valeurs aussi, certaines traditions, certains rituels. Et vous rentrez dans ce qu'on appelle la sphère intime. Vous rentrez dans la sphère intime, vous êtes même plus que dans la sphère personnelle puisque vous faites des soins qui amènent à être dans l'intimité vraiment de la personne. Rentrer dans la sphère intime d'un bénéficiaire, c'est pas anodin. Et vous intervenez dans cette sphère-là qui normalement ne vous appartient pas. Il y en a même probablement des bénéficiaires qui ne vous laissent pas forcément accès à cette sphère intime.
Mais en même temps, est-ce qu'on leur demande tout le temps s'ils sont d'accord qu'on le montre? Peut-être pas forcément tout le temps. Et c'est vrai qu'alors ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, c'est comment est-ce qu'on aborde l'autre, justement quand on rentre dans cette sphère intime. Vous avez la tête dans le guidon, c'est peut-être une évidence pour vous, mais pour lui, c'est peut-être pas une évidence. Et ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Ayez de temps en temps le réflexe de leur demander s'ils sont OK avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord que je rentre dans votre sphère intime? Finalement, ce pourquoi je suis là, ça implique que j'y rentre, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, interrogez-vous effectivement sur le pourquoi de votre intervention. C'est finalement un peu l'objectif de la mesure, mais aussi sur le comment vous intervenez. Et là, c'est au niveau individuel et au niveau collectif. Comment est-ce que je réponds à ces besoins-là? Donc, effectivement, vous avez, quand vous intervenez à domicile, vous êtes obligé d'avoir une éthique personnelle qui est basée sur le respect dans l'accompagnement, le respect des habitudes, le respect donc de l'histoire de vie, le respect de cette dynamique familiale qui est là et qui parfois prend de la place, le respect des convictions, le respect des attentes de la personne, le respect de ses capacités aussi. Tout ce qu'il est encore capable de faire. Gardez toujours en tête ce faire avec. Être bientraitant, ça implique aussi que toutes les fois où la famille et les aidants veulent être considérés, vous êtes censé les considérer dans l'accompagnement. La liberté, c'est un point important. Alors la liberté de quoi? La liberté de pouvoir faire seul, la liberté de pouvoir choisir, la liberté aussi de pouvoir refuser. Le non qui est parfois difficile pour vous en tant que professionnel, dans la démarche de bientraitance, il se respecte. Ça fait partie des libertés de la personne que de refuser. Il y a la notion aussi des valeurs, justement, quelles sont les valeurs de la personne que j'accompagne, l'écoute, l'accès à l'information aussi. Avoir accès à l'information, ça permet de se sécuriser, ça permet d'avoir encore le contrôle, ce qui est extrêmement important aussi. Rapidement, sur les pouvoirs publics, comment est-ce qu'ils ont pris en compte la bientraitance? Ils considèrent dans le rapport ministériel de janvier 2011 que la bientraitance n'est jamais acquise. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail quotidien que de vous re-questionner. C'est pas parce que je suis bientraitante dans le début de ma pratique et dans le début de mon expérience professionnelle que je le reste. Donc la vigilance constante, je vous l'ai dit avant, c'est par rapport à la mémoire du risque, garder en tête, il faut rester vigilante sur certaines situations. Être à l'écoute des personnes soignées, de leurs proches. L'idée, c'est d'adapter le soin à la personne en intégrant ses attentes, les évolutions de la société et justement considérer toujours le respect de l'autonomie. La bientraitance, c'est l'affaire de tout le monde. Au sein de l'association, finalement, je ne suis pas plus concernée par la bientraitance que ma collègue de droite ou gauche. Tout le monde est concerné. Si on va dans le même sens, si on arrive à trouver une harmonie dans les pratiques, si on arrive à aller dans la même direction, c'est quand même beaucoup plus facile et vous allez avoir des bénéficiaires qui vont plus facilement s'y retrouver aussi. Donc elle se traduit effectivement en une posture professionnelle réflexive. Vous allez me dire, ouais, mais il y a de la réflexion tout le temps. Alors tout le temps, ce ne sera pas possible, mais régulièrement, oui. Il faut faire preuve d'humilité, être capable de se remettre en question, c'est une chouette valeur aussi. Alors la maltraitance, dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis la définition qui est issue du rapport de la Commission nationale de promotion de la bientraitance et de lutte contre les maltraitances, qui dit qu'il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. La vulnérabilité, c'est une notion importante parce que vous allez finalement, vous en tant que professionnel, vous intervenez à domicile de personnes qui sont toutes vulnérables. La notion de maltraitance, quand il y a un geste, une parole, une action ou un défaut d'action, ça veut dire que finalement, ce n'est pas simplement la maltraitance, c'est pas brutaliser quelqu'un. La maltraitance, ça peut être beaucoup d'autres choses. Quand vous parlez par exemple d'un bénéficiaire avec un petit jugement de valeur, quand vous discutez entre vous par exemple, quand vous faites vos petites transmissions, quand vous faites vos réunions d'équipe, ça arrive parfois qu'on ait des bénéficiaires qui prennent un peu plus de place, ça arrive qu'il y ait des bénéficiaires qui soient plus demandeurs. Parfois on est un peu moins patient avec ces bénéficiaires-là. Et on se rend compte que sans le vouloir, dans les moments où on échange parfois entre professionnels, on a un jugement de valeur sur ces bénéficiaires-là. Alors, vous allez
on va commencer un peu la partie réflexion et questionnement. Doit-on faire avec livret vert? Doit-on faire à la place du bénéficiaire? Donc livret blanc. Effectivement, c'est de mettre en avant dans la bientraitance cette notion de s'appuyer sur les capacités de la personne, le rendre acteur finalement de son accompagnement. Vous êtes payé pour ça? Ouais, bah oui, ça vous l'entendez, hein. Ah, il faut continuer un peu. Mais là, vous pouvez aller dans ce... ouais, je suis payée pour faire avec vous. Je suis pas payée pour faire à votre place. Autre question. Vous vous rendez compte de situations à risque de maltraitance chez un usager. Vous réagissez tout de suite. Livret vert. Vous prévenez la hiérarchie. Livret blanc. Très bien. Je passe le relais à Martine Simonin. Si vous êtes d'accord, je vous propose de poursuivre notre réflexion autour de cette thématique de bien-traitance. Alors, j'ai construit mon intervention en formation, différents travaux que j'ai pu mener avec des groupes de professionnels dans des contextes du domicile comme dans des structures type EHPAD. Alors je vais commencer par vous poser une question. Et si la bientraitance était une question de sens et de bon sens? Quand on demande aux professionnels, alors, professionnels qui interviennent directement au domicile ou professionnels administratifs ou autres des structures, ce que représente la bientraitance, très rapidement, la notion de respect est énoncée. La notion de respect, de disponibilité et d'écoute, c'est plutôt positif que les professionnels soient déjà dans cette démarche-là. Très rapidement, les éléments qui vont être énoncés portent sur le bénéficiaire ou l'usager. La notion de chronicité, la notion de rythme qui est souvent ralenti, particulier chez les personnes dont vous vous occupez. La notion de dépendance, avec aussi quelque chose de l'ordre d'une dépendance qui va sûrement évoluer et s'aggraver dans le temps. La notion de perte de capacité, perte de la vie d'avant, que la personne va ressentir, va vivre. Parfois une forme d'isolement. La notion d'altération cognitive. L'évolution souvent incertaine de ces personnes. Et puis des besoins, des attentes qui seront propres à chacune d'entre elles. Attentes en termes d'habitude de vie, attentes en termes de, vous parliez tout à l'heure Géraldine, du retard dans les tournées, la personne qui a l'habitude que vous arriviez à un horaire bien particulier, qui a sa journée d'organiser par rapport à votre intervention, et puis une fois il y a un jour où ça ne ressemble pas aux autres jours et ça pose problème. Et puis cette notion de refus de soins. Alors le refus de soins, on y reviendra parce qu'effectivement c'est un droit fondamental pour toute personne et c'est un droit qui est également inscrit dans la réglementation, dans la législation pour les personnes qui bénéficient de soins. Le refus de soins, moi je vais vous dire, je le considère comme une interpellation à l'intervenant, au soignant. Si la personne n'adhère pas, refuse le soin, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il faut creuser. Très rapidement, les professionnels vont énoncer tout ce qu'il peut y avoir autour de la relation, de la communication avec les aidants, avec la famille, qui eux ressentent aussi les choses, vont vivre également une modification de leur place, de leur rôle dans la famille. Et puis les exigences. C'est vrai que les personnes, vous disiez souvent, parfois, pas souvent, vous disiez parfois, les bénéficiaires vont dire vous êtes payé pour ça. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on peut entendre de la part des aidants. Vous êtes là pour faire ce travail-là, et ils peuvent être même dans une forme de contrôle par rapport à ce que vous faites. Et ça peut être source de conflit. Et puis, si on continue d'expliquer comment cette bientraitance est vue au quotidien, mais il y a quand même votre contexte d'exercice au domicile qui est particulier. Vous intervenez seul
c'est intéressant parce que vous avez pour le coup une zone d'autonomie dans la manière dont vous allez pratiquer. Vous avez souvent, chez les personnes que vous accompagnez depuis un certain temps, une très bonne connaissance de ces personnes, de ces habitudes, des petits trucs qui vont faire que ça va bien se passer, moins bien se passer. À la fois c'est un plus, à la fois ça peut être aussi un frein. Parce que quand on a l'habitude de faire de telle manière, on ne va peut-être pas être interpellé d'emblée s'il y a un changement dans le comportement ou dans la situation de la personne. Quand on parle des intervenants, très rapidement aussi est évoqué un besoin de reconnaissance. Les professionnels ont le sentiment qu'ils ne sont pas reconnus dans ce qu'ils font, ou pas suffisamment reconnus dans ce qu'ils font. La charge affective, accompagner une personne sur le long terme, il y a à la fois une charge physique, hein. Vous avez parfois des situations où les personnes sont dépendantes, mais il y a aussi cette charge affective, hein, où on pense que ça a dû vous arriver, vous sortez du domicile et puis dans la voiture vous vous dites mais est-ce que j'ai fait ça, personne. Avec bien sûr un risque d'épuisement en tant que professionnel parce que on va être tous les jours dans des situations similaires, répétitives. Alors le rapport au temps, Géraldine en a un peu parlé, ben oui c'est une réalité, je pense que vous avez aussi des contraintes, hein, et si à un moment donné un bénéficiaire nécessite peut-être un petit peu plus de temps, ben, comment je vais pouvoir prendre ce temps, éventuellement solliciter une de mes collègues pour aller prendre le relais chez d'autres bénéficiaires et comment je vais m'adapter à cette situation. Et puis, toutes ces contraintes, elles sont aussi en lien avec les contraintes organisationnelles. Vous avez une charge de travail qui est réelle. Et est évoqué également chez les professionnels ce regard que la société peut porter sur vos métiers. Ce sont des métiers qui sont encore méconnus. On confond même parfois avec des métiers comme employé de maison. En tout cas, dans une première, on va dire, élaboration des représentations, quand on travaille avec les professionnels, c'est souvent des choses un peu négatives qui ressortent. Hein, quand on leur demande comment ils perçoivent cette bientraitance dans leur pratique quotidienne, avec majoritairement, ce qui est mis en avant en termes de difficultés, des difficultés de communication ou de relation. Quand Géraldine pose la question comment on entre en contact avec les personnes, comment on crée cette relation de confiance, hein, c'est quelque chose de primordial. Donc on voit bien que la pratique dans votre contexte d'exercice va être soumise à beaucoup de facteurs, hein, que ce soit lié à la personne, l'entourage, à vous-même, hein, par rapport à la manière dont vous intervenez, et puis à la structure. Donc, votre mission, elle est complexe. D'emblée, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Pour continuer de clarifier un petit peu toutes ces notions de bientraitance, je vous propose quelques petits exemples pour illustrer. Je vous ai dit tout à l'heure, la notion de respect, c'est quelque chose qui est amené très rapidement. On a tous en tête cette notion de respect, c'est quelque chose d'important. Mais quand on pose la question de mais comment on le fait vivre au quotidien, comment ça se passe, hein, et bien c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, vous avez un petit exemple, j'ai besoin d'aller aux toilettes, la personne exprime un besoin à un instant T, et puis l'intervenant qui dit c'est pas le moment, hein, c'est l'heure de manger, et on vient de mettre une couche. Là, alors le vocabulaire qui est utilisé, bien sûr, hein, la couche c'est relativement infantilisant, hein, comme terme. Et alors on c'est très impersonnel, c'est pas. Mais on n'a pas le temps, hein, c'est l'heure de manger, donc tu as envie d'aller aux toilettes, c'est pas trop mon problème, pour le moment c'est le repas. Donc là on voit bien que respect de la personne en termes de dignité, c'est un petit peu embêtant. Alors, il faut qu'on se dépêche ce matin, Mélie, je suis en retard. Alors, j'espère que personne ne me voit, j'ai l'effet salaire, on voit bien que là, en termes de respect, de la dignité, de la pudeur, de l'intimité, voilà.
peut-être plus en structure, mais au domicile, il y a aussi à se questionner par rapport à ça. Respecter l'intimité de votre bénéficiaire. Non, c'est pas, il n'est pas du bénéficiaire. Du bénéficiaire, même dans son cercle familial. Il n'a peut-être pas envie que son conjoint, son petit-fils, etc. Voit ses fesses. Et il faut se dépêcher. Mémé, mamie, voilà. Tous les petits noms un peu affectueux. Hein. Dans ma région, mamie, ça veut dire ma douce, c'est pas ma grand-mère. Mais pour autant, voilà. Même s'il y a un besoin d'affection chez les personnes, il y a peut-être à réfléchir. Et le vocabulaire est extrêmement important. Dormez-vous bien, oui docteur, elle dort bien, elle m'agace de répondre à ma place. Ben là, oui, le droit à l'information et à la liberté d'expression de la personne. Et on parlait de l'autonomie physique, certes, c'est maintenir les capacités de la personne le plus possible, mais l'autonomie en termes d'expression, de respect de l'expression et du libre arbitre de la personne. Mais comment on va rechercher la parole du bénéficiaire et de ses envies à lui? J'en ai assez de remettre de l'ordre après son passage, attaché, je vais avoir la paix. Je n'aurai plus à la chercher partout. Donc là, il y a un gros problème, hein, atteinte à la liberté, la contention. Alors parfois, ben, c'est sûr, pour la sécurité des personnes, mettre une sangle au fauteuil, un maintien, mettre les barrières, ben, on peut se poser des questions. Mais c'est vraiment des prises de décision. Déjà, c'est la prescription médicale, si je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, c'est des décisions qui ne peuvent pas être prises à la légère. Mais la famille peut parfois vous dire « Ah non, non, mais vous l'attachez hein, au fauteuil, autrement elle va glisser. » Je vais vous habiller moi-même ce matin, je suis un peu pressée. Allez hop, je suis silente quand je m'habille toute seule. Alors, au-delà du fait que ça va diminuer au fur et à mesure ce que la personne elle est capable encore de faire, vous voyez bien qu'en termes de valorisation, d'estime de soi, c'est quelque chose qui n'est pas adapté. Et travailler sur une image positive de la personne et valoriser ce qu'elle est encore capable de faire, valoriser ses choix, c'est quelque chose que tout être humain a besoin. Je vais vous asperger d'autres colonnes, vous sentirez vous, sans s'inquiéter des souhaits vraiment de la personne. Hein. Mais on a envie de bien faire. On est bien d'accord, hein, c'est pas intentionnellement méchant, maltraitant, malveillant. On a envie de bien faire. Donc on voit bien que la bientraitance, elle s'inscrit dans la sphère de l'agir professionnel, dans la pratique. C'est quelque chose qui se passe au quotidien. Pour arriver à développer cette culture de bientraitance à titre individuel, donc c'est à titre collectif, et bien c'est travailler sur ces expériences. À partir des expériences, on arrive à identifier les situations qui pourraient éventuellement être non bientraitantes et d'identifier les risques qui pourraient conduire à des situations inadaptées. Et élaborer ce qu'on appelle une cartographie des risques pour, en reprenant le parcours de la personne, de l'usager, dire tiens là, par exemple, à l'accueil, quelles sont les informations dont la personne aura besoin? Est-ce qu'on a recherché son consentement? Le consentement. Alors le consentement, c'est pareil, c'est réglementaire. On ne peut pas intervenir chez une personne ou auprès d'une personne pour un soin, quel qu'il soit, sans à un moment donné recueillir son consentement. Si vous êtes d'accord, je vous propose de vous aider pour réaliser votre toilette ce matin. Donc on voit bien que c'est dans la manière aussi d'entrer en relation, de communiquer avec la personne. On voit bien qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, hein, sur plusieurs temps, et bien on a une évolution des représentations. Où ce qui va être plus mis en avant, c'est l'estime de soi, valoriser l'estime de soi, l'autonomie, libre expression, libre arbitre de la personne. La communication, prendre en compte le ressenti, les émotions, rechercher le consentement, informer, non-jugement, relation de confiance, bienveillance, et puis on voit qu'en fait, c'est dans les propos, dans les comportements, dans la posture, dans le vocabulaire utilisé que les choses vont vivre.
avec bien entendu cette notion d'équipe qui va permettre au raisonnement une réflexion plus importante que tout seul dans notre petit coin. Alors les fondements qui ressortent de ça, on a parlé de la dignité, la prise en compte de la singularité de la personne, notion de sollicitude, de reconnaissance, reconnaître l'autre en tant que personne, qu'être humain. Bienfaisance, ne pas faire de tort à l'autre, et bienveillance. Vous avez parlé en introduction de la bienveillance, c'est aborder l'autre dans une attitude positive, pour ne pas majorer justement sa dépendance, sa vulnérabilité. Pardon. On est vraiment dans la notion de prendre soin. Et puis, rechercher l'adhésion à travers le consentement. Donc ça, c'est des choses. Recherche collective de sens à travers un questionnement éthique entre le penser et l'agir. Là, tout ce qui peut être levier en termes de collectif est extrêmement important, même si vous intervenez seul au domicile. Oui, bonjour. Oui, c'est bien maman Déonie. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Elle a vomi? Ah non. Oui, bah non, mais là j'ai pas le temps là. Enfin si, mais pas tout de suite. Oui, eh ben dès que je... Hein, d'accord, voilà. Donc j'arrive, hein. Merci. Ah oui, allez, à tout à l'heure. Oh là là, c'est pas vrai, manquait plus que ça. Bonjour Virginie, ça va? Bonjour. Super, ça va? Ouais. J'ai juste besoin de vous parler 5 minutes. Ouais, hein, d'accord. Voilà, c'est super. Déjà Virginie, bravo. Je vois que la porte est fermée, je me félicite. Très bien, parce que alors hier je suis venue, c'était ouvert. Hein. Alors je sais pas si c'était... Hein, voilà. C'était pas vous? Bah, je ne sais pas, mais bon, Ah oui, voilà. voilà, vous savez pas. Vous savez jamais personne. Hein. Oui. De toute façon, j'ai pris une photo, je l'ai envoyée à votre chef. Hein. Donc, comme ça, vous savez, c'est clair. Voilà. Bonjour maman. Ça... Virginie, qu'est-ce que c'est que ça là? Virginie, attendez. Ah, Virginie, voilà. Pourquoi est-ce que maman a pris les barrières? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que alors entre ça, la porte ouverte, le courant d'air, vous savez que maman, elle craint. Là, donc oui, quoi? Attendez, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre maman, elle est bien là. Mais non, regardez, si elle se lève, elle peut tomber. Et puis après, elle va rester des sur le carrelage, elle va faire un coin du fémur, et puis après... mais je n'ai pas que ça à faire, Virginie. Et je suis très calme. Ok. Annabelle, est-ce que... Est-ce qu'il y a déjà du mieux dans ce que Annabelle propose? Oui, ça avance très bien. Le crochet. Mais c'est bon. On voit que, alors c'est déjà peut-être un peu mieux, mais est-ce qu'elle est plus calme? Non. Alors on va rembobiner en arrière, et parce que qu'est-ce qui se passe généralement à quelqu'un à qui on dit calmez-vous? Ça marche jamais. Ok? Ça marche jamais. Ou très rarement en tout cas. Donc, mais c'était déjà. Alors on va réessayer et je vous propose d'essayer. Ok, je vois que vous êtes stressé. On va prendre le temps d'en discuter. Okay, on va voir comment elle. Pas du début, on reprend. Non, on reprend juste un petit peu derrière au moment où tu vois qu'il n'y a pas de barrière. Bonjour C'est maman. parti. Bonjour. Tu vas bien? Mais Virginie, pourquoi il n'y a pas des barrières? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais dit que je voulais des barrières en fait. Je suis pas Virginie, je suis Annabelle, pardon. Mais voyez, en fait, vous changez tellement, moi j'arrive plus à reconnaître qui est qui en fait. Si elle n'a pas de barrière, elle risque de se lever, si elle se lève, elle tombe. Si elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Bam! Fracture du col du fémur, première main dans le lit, enfin... j'entends bien, oui, je vous écoute. Bah oui, mais Je vois que vous êtes stressé. Je vois que vous êtes stressé. Moi je sais plus comment faire, mon mari qui est jamais là, la fille qui est malade, Je maman. comprends. Vous savez ce que c'est d'avoir une maman qui est malade, vous savez, c'est beaucoup de travail. Là, si elle se casse quelque chose, mais j'y arrive plus. Moi j'y arrive plus. Là, c'est le mot. Voilà. Je sais plus, moi je suis fatiguée là. Bon, ça va aller, vous inquiétez pas. On peut en discuter si vous voulez. Mais oui, moi j'ai besoin qu'on travaille ensemble. Et puis Vous comprenez après, ça? on peut en parler à mon IDEC. Je peux lui téléphoner et on en parle ensemble. Mais oui, parce que c'est important. D'accord. C'est important qu'elle soit en sécurité. J'entends bien, j'entends bien. Bah, ça me fait plaisir, Annabelle, parce que vraiment, vous savez, quand je parle à une, et puis l'autre elle fait pas, parce que l'autre elle était pas là. Moi je sais plus, hein. Moi, D'accord. Ah maman, bah oui. C'est quoi ce gentil? Merci.
Est-ce qu'on voit au moins un petit peu déjà le personnage de l'aidante redescend un peu en pression? Oui. Ok. Donc, quelque chose qu'on a vu, c'est qu'à la place de venir et d'accuser uniquement, l'aidante commence à plus parler d'elle-même. Je suis stressée, ça m'inquiète un petit peu. Donc là, en fait, et c'est pas toujours évident de faire ça, évidemment, dans un premier temps, on voit que la surface, l'énervement, le fait qu'elle pointe tout ce qui ne va pas sur l'aide-soignant. Alors que si on reste calme, ça commence potentiellement un peu à changer. Okay. Alors, on va vous proposer de le rejouer une dernière fois avec un peu tout ce qu'on a entendu. Ce ne sera peut-être pas forcément la solution parfaite. Hein. On ne vient pas comme ça avec nos gros sabots fait comme ça. C'est juste selon ce qu'on a entendu, ce que potentiellement pourrait faire en sorte que ça apaise un peu plus la situation. Encore une fois, on se réserve le droit de faire des erreurs, mais néanmoins, c'est peut-être une piste de solution. Voilà. Il nous reste encore quelques petites minutes. On le fait une dernière fois, tous ensemble, et 3, 2, 1, action! Bonne journée, Madame Schmitt. Oui, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? demain. Oui, c'est moi la maman d'Élie. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vomi. Ouais, bah parfait, super, la journée commence très bien. Non, je peux pas venir la chercher tout de suite, là, je suis chez ma maman. Hein? Attendez, vous m'attendez juste une minute, il faut que je vous parle. Oui. Non, bah écoutez, je fais mon maximum, vous la mettez à l'infirmerie, oui, je vous dis ça. Je fais au mieux. Non, mais je ne peux pas me dédoubler, hein, voilà, je fais au mieux, merci. Voilà. Bonjour Virginie, ça va? Bonjour, ça va et vous? Oui, une journée comme d'habitude. Hein, c'est bien Ça passé? va pas? Si, enfin bon, vous savez les journées, les enfants, les Oui, vous avez il y a un problème avec votre fille à l'école? Oui, elle est malade, elle vient de vomir, donc il faut que j'aille la chercher, j'ai pas le temps, là, je vais voir maman. Vous avez fermé la porte? Vous voulez un verre d'eau? Non, un petit coup? ça va, je vous remercie, vous êtes adorable. Non, ça Non va. mais Vraiment. Prends le trou. Elle va super. Elle va bien? Ouais. Ça s'est bien Elle a passé ce bien rigolé matin? ce matin, Elle a accepté le traitement et tout? Oui, ça va. Oh, génial, et vous avez fermé la porte, ça c'est top, franchement. Bah oui, moi je ferme les portes. Hein. Mais parce qu'elle déteste les grands nerfs, vous savez, sur le cou là, comme Oui, ça, je suis là. oui, c'est pour ça qu'on ferme. Bonjour maman. Oui, je suis encore là. Virginie, Qu'est-ce qu'il y a? les barrières. On va dire les barrières relevées, parce que sinon maman se lève, et qu'est-ce qui se passe si elle se lève? Elle... Bah, Voilà. Alors, En plus vous le savez. non mais Madame Schmitt. Quoi? Respirez. Oui, alors qu'est-ce qu'il y a? Le médecin, il n'a pas donné de prescription Mais pour si, les j'ai barrières. vu le médecin, j'en ai discuté avec lui, je vous l'ai dit, il est d'accord. Alors, Hein? Madame Schmitt, Oui. faites-moi confiance. J'ai pas reçu d'ordonnance du médecin. Ah non, il m'énerve celui-là. Et c'est un glandeur, hein, celui-là. Il m'énerve. Hein. Je vais l'appeler. Hein. Je suis avec le docteur Dimitrov. Je vais le rappeler. Rappelez-le. Je vais le Moi, rappeler. il n'a pas donné de prescription pour les barrières, donc je ne peux pas les mettre. J'ai pas le droit de mettre les barrières sans Oui, mais prescription. moi, ça Madame Schmitt. m'inquiète. Je sais que vous êtes inquiète, j'entends très bien que vous êtes inquiète, c'est normal. Personne n'a envie que sa maman elle tombe par terre Mais et oui. que vous la retrouviez le matin. Mais moi non plus, j'ai pas envie qu'il lui arrive ça. Je comprends tout à fait, Madame Schmitt, il n'y a aucun souci. Je vous l'appelle aujourd'hui. Si Et vraiment. vous le dites à vos collègues cet après-midi. Alors moi je dis, je propose que vous appeliez le Oui. docteur. Oui. Vous voyez avec lui s'il y a vraiment besoin des barrières. Si moi j'ai une prescription, je passe le message aux collègues, je passe le message à ma supérieure et on installe les barrières. Cet après-midi. Hein. Alors, vous voyez d'abord avec le médecin. On fait les choses dans l'ordre, Madame Schmitt. On ne précipite pas les choses. Votre maman, c'est bien qu'elle marche aussi. Moi, Oui, mais quand pas elle toute la fait seule. marcher. Non, pas toute seule, d'accord. Mais il faut qu'elle garde de Qu'est-ce l'autonomie. qu'il y a, maman? Hein? Oui, c'est bon. Comment ça, c'est bon, la tartine de confiture? Ok, merci. Donc, bonjour tout le monde, donc Stéphane Dimitrov, je suis médecin gériatre à Strasbourg et je viens vous parler des règles institutionnelles concernant la bientraitance. Vous avez été ou vous serez évalué sur ce thème, comme sur d'autres, on le verra, et puis on finira en passant en revue un certain nombre d'outils que vous pouvez utiliser pour évaluer ces principes de bientraitance. Ça va pour vous? Alors on y va. La politique nationale concernant la bientraitance n'est pas récente, pas très ancienne non plus, puisque ça a commencé en 2011 par la publication d'une circulaire qui à l'époque s'appelait bientraitance
Et plus récemment, se sont tenus les états généraux de la maltraitance qui ont donné lieu à la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, qui a toujours cours, hein, parce que c'est 2024-2028. Donc voilà un petit peu où on en est dans le cadrage national. Vous remarquerez le glissement de vocabulaire, puisqu'on parle de bientraitance et on arrive à maltraitance. Les dates aussi, 2011-2023, ça a son importance, on le verra tout à l'heure pourquoi, parce qu'il y a un événement qui s'est passé entre temps. La politique nationale, c'est aussi la publication d'une loi importante qui s'appelle la loi Bien vieillir du 8 avril 2024, qui a fait pas mal parler d'elle. Vous avez sans doute entendu parler de cette loi. D'abord parce qu'elle a défini, disons de façon officielle, la prévention et la lutte contre les maltraitances en établissement et à domicile. Alors, il n'y a pas que ça dans cette loi, il y a beaucoup de choses sur le domicile, hein, je vous encourage à les lire si vous avez le temps. Et si on fait un focus, alors là, sur les personnes qui sont hospitalisées et qui sont ou en EHPAD, donc le droit de visite quotidien en EHPAD est devenu opposable officiellement. Les résidents en EHPAD ont aussi un droit opposable d'accueillir leur animal de compagnie. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner dans les établissements, au point de vue d'organisation, aussi bien en termes d'horaire de visite que d'accueil d'un animal divers et variés. Et puis, a été officialisé les cellules départementales de recueil et de traitement des alertes en cas de maltraitance de personnes âgées ou handicapées vulnérables. Là, je vous ai mis le texte complet pour dire que voilà, les pouvoirs publics se sont emparés du sujet et ont vraiment nommé les choses. Alors, ces cellules, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'officialisation du réseau ALMA, Allo Maltraitance, 3977, qui existe juste depuis 40 ans, avec ici l'adresse internet. Donc, la politique nationale, c'est donc faciliter le repérage, l'alerte et le traitement des risques et des situations de maltraitance à travers le numéro national. Vous voyez, il y a un petit logo qui va bien avec, à travers l'obligation de signalement fixée par l'article 331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles. Merci. Alors je fais un aparté là-dessus parce que on est dans le réglementaire, mais pas que, on peut être aussi dans le juridique, voire le judiciaire, puisque les professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux, exemple, aide à domicile, je crois qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, auxiliaires de vie, assistants de vie, infirmiers et soignants, sont tenus au secret professionnel. Ok, donc on ne dit rien à personne, hormis l'équipe de soins. Toutefois, écrit le législateur, si vous êtes témoin de maltraitance sur une personne âgée, vous pouvez effectuer un signalement auprès des autorités médicales, administratives et judiciaires. S'il existe un danger grave et immédiat pour la personne âgée, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, par exemple un risque vital, prend des coups, ou il est privé de nourriture. Vous devez, donc on n'est plus dans vous pouvez, on est dans vous devez effectuer ce signalement. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Alors on signale à qui? Commissariat du coin, pas la peine de se casser la tête, procureur de la République. Et en cas d'urgence, en cas d'urgence vitale, de danger vital pour une personne, les flics. Quoi d'autre? La loi prévoit d'assurer un contrôle de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les fameux ESSMS, dans lesquels vous travaillez, basé sur un référentiel d'évaluation de la qualité de ces établissements, de l'HAS. On le verra tout à l'heure de quoi il en retourne,
vous en avez sans doute entendu parler, ou vous allez de toute façon en entendre parler. Et puis, dernière chose contenue dans la réglementation générale, c'est favoriser une culture bien traitante. Alors, ça veut dire quoi, une culture bien traitante? Ça passe par suivre des recueils de bonnes pratiques professionnelles. Et un guide a été élaboré dans les années 2008-2009. L'élaboration d'une charte éthique, c'est-à-dire un document sur lequel on peut se fonder pour faire ou ne pas faire. La rénovation des dispositifs de participation au sein des établissements. Globalement, c'est le conseil de vie sociale au sein des EHPAD. La formation, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon à savoir, depuis 2015, les établissements, mais aussi les services socio-médico-sociaux, doivent informer sans délai les autorités administratives compétentes de tout dysfonctionnement grave, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le milieu hospitalier des événements indésirables graves, alias EIG. Je vous rassure, cette information transmise ne contient aucune donnée nominative, ni du résident, patient, bénéficiaire, garantit l'anonymat des personnes accueillies et du personnel. Le problème, c'est que l'événement indésirable grave n'est défini nulle part. Vous ne trouvez pas un texte qui va vous dire ça, c'est un événement désirable, grave, pas grave, peu grave, etc. Chaque établissement établit lui-même son échelle, généralement c'est de 1 à 5, et le 5, c'est la mort du patient résident bénéficiaire. Donc voilà. Et entre, c'est un petit peu vous qui voyez et qui signalez. Donc prévenir l'autorité compétente, ça permet un petit peu de désamorcer les choses et de dire ah bah oui, vous l'avez signalé, etc. Ça. Alors ensuite, comment se passe l'évaluation de la qualité? Donc on part de ce fameux recueil des bonnes pratiques professionnelles, édité par l'agence de l'époque, ça date de 2009. On passe par un document de synthèse qui concerne la prévention et le traitement de la maltraitance à domicile, donc quelque chose de focalisé sur le domicile, qui a été fait en 2012. Et on arrive à la Bible, c'est-à-dire le fameux référentiel d'évaluation de la qualité dans les établissements, etc., qui est tout neuf, 2022, que je vous déconseille de lire, parce que là, vous avez le référentiel, mais avec, vous avez le manuel. L'un plus l'autre, ça fait 300 pages. Donc je vais essayer de vous rendre ça un petit peu plus digeste. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on est passé d'un référentiel, d'un recueil de bonnes pratiques à l'HAS, qui est la haute autorité en santé, c'est-à-dire c'est un petit peu l'instance suprême qui détermine ce qui est bien, ce qui est mal dans la santé. C'est une réforme qui est issue de décrets de novembre 2021 et d'avril 2022. Alors pourquoi je parle de cette date? Parce que, comme j'ai dit avant, il s'est passé un petit incident national, voilà, qui a remué beaucoup de choses, beaucoup de conscience, et au point de vue même au plus haut niveau, et qui a dit, bon maintenant ça suffit, on va mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Tout ça c'est vous, c'est-à-dire les établissements de type EHPAD et aussi les services de soins à domicile. Désormais, les évaluations de la qualité sont réalisées sous forme d'auto-évaluation. Donc c'est l'établissement qui va s'évaluer lui-même, et ce n'est pas obligatoire. Par contre, tous les 5 ans, cette évaluation est obligatoirement faite par un organisme accrédité. Donc tous les 5 ans, il y a un organisme X, Y qui va venir et passer en revue avec vous le référentiel. Toute autre démarche interne complémentaire peut également être envisagée. C'est-à-dire que vous, si vous voulez en faire plus, vous pouvez. Ce fameux référentiel d'évaluation de l'HAS contient 139 critères, dont 18 sont impératifs. 18 impératifs, c'est-à-dire que pour ces 18 questions, la réponse est obligatoirement oui. Si la réponse est non, il tourne les talons et hop, c'est reparti pour un tour.
Le référentiel est adapté aux différentes structures, modes et publics, c'est-à-dire que vous avez une partie qui va concerner les EHPAD, une partie qui va concerner le domicile, et vous allez concerner que par les questions, par les critères de domicile, et une partie qui va concerner personnes âgées, personnes handicapées. Par contre, le référentiel est basé sur 4 valeurs fondamentales. Le pouvoir d'agir de la personne, c'est ce qu'on appelle l'autonomie, le respect des droits fondamentaux, dont le premier droit est le droit à l'information. Je vous laisserai découvrir ce que ça veut dire dans le manuel. L'approche inclusive des accompagnements, on en parle beaucoup de l'approche inclusive. La réflexion éthique des professionnels. Donc ça, c'est la base qui a servi d'élaboration des 139 critères. Tout est dans le manuel. Si on fait un focus sur le thème bien-traitance, qui est dans le manuel, on s'aperçoit d'une première chose, c'est qu'il a été marié avec le thème éthique. Donc, on voit que dans l'esprit des évaluateurs, bien-traitance et éthique sont très proches. C'est un choix. Ils vont s'intéresser dans le déroulé d'abord à la personne, c'est-à-dire pour vous le bénéficiaire, le patient. Ensuite, les professionnels, comment ça se passe chez eux, et enfin, au sein de l'établissement. Donc on élargit au fur et à mesure. Pour la personne, qu'est-ce que ça veut dire? Le sujet, la personne accompagnée s'exprime sur la bien-traitance. Voilà, vous avez 2 heures. Il y a un certain nombre de critères qui ont un trait à ce sujet. Comment est-ce que la personne accompagnée s'exprime sur la bien-traitance? Alors je vous rassure, l'HAS, dans sa grande bonté, vous donne quelques pistes pour répondre à la question, parce que je peux vous dire, c'est pas simple d'y répondre. Elle va vous donner quelques pistes de réflexion et quelques documents à consulter pour pouvoir répondre. Mais il va falloir répondre à la question. Au niveau des professionnels, c'est-à-dire de l'équipe, les professionnels contribuent au questionnement éthique. Donc, les questions qui vont vous être posées, vous, professionnels, comment est-ce que vous vous organisez pour répondre au questionnement éthique vis-à-vis de vos bénéficiaires? Là aussi, vous avez 2 heures. 3e étage, l'établissement définit et déploie sa stratégie en matière de bien-traitance. Là, question posée à la direction, mais pas que. Comment est-ce que vous définissez la bien-traitance? Comment est-ce que vous définissez votre stratégie? Et comment vous la déployez sur le terrain? Donc on part du général et on arrive aux pratiques. Donc ça, c'est les questions auxquelles vous devez répondre juste sur un thème. Des thèmes, il y en a d'autres. Stratégie, la réponse, c'est le projet d'établissement. Le projet d'établissement définit les valeurs de référence de l'établissement en fonction du contexte culturel, historique, social, confessionnel. D'où vient l'établissement? C'est associatif, c'est privé, c'est religieux, c'est Colmar, c'est Strasbourg, c'est Wissembourg, c'est dans un quartier pauvre, c'est un quartier riche, etc. Le projet d'établissement définit les missions à partir de la population accueillie. J'ai affaire à des patients, parce que je suis un SIAN, j'ai affaire à des résidents, parce que je suis un EHPAD, à des clients, à des usagers, bénéficiaires, etc. On n'est pas dans les mêmes registres. On est personnes âgées, personnes handicapées, on a les deux, on a des enfants, on a des vieux, etc. Enfin, le projet d'établissement définit des actions spécifiques, donc là on entre dans le concret, par rapport à l'éthique. Temps de travail dédié, questionnement, c'est bien, mais questionnement, il faut aussi parfois se poser pour se concerter. Formation au questionnement éthique, parce que ça ne se fait pas non plus, ça se fait d'une certaine manière. Les partenariats. Partenariats, c'est avec des espaces de réflexion éthique, régionaux, départementaux, des équipes mobiles, de soins palliatifs ou de gériatrie. La méthode, c'est ce qu'on appelle l'analyse plurifactorielle, pour répondre à ces questions, basée sur des référentiels validés, celui de l'HAS,
recueil de bonnes pratiques, on l'a vu. Cartographie des processus, Martine en a dit un mot tout à l'heure. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on écrit, on décrit et on écrit ce qu'on fait. Alors, c'est pas la peine de faire un roman, c'est simplement petit A, petit B, petit C. Voilà. Et par là, on fait une cartographie des risques. Et ben, au petit A, on a un risque X, au petit B, on a un risque Y, etc. Donc ça permet de faire une photographie. Une auto-analyse des personnels par rapport aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Donc là, c'est des questionnaires. L'analyse d'événements indésirables, on l'a vu tout à l'heure, on doit non seulement les déclarer, mais aussi les analyser, mais aussi les plaintes et réclamations. Je pense que régulièrement, vous devez recevoir et des plaintes et des réclamations, par téléphone, par mail, par courrier en recommandé, etc. Aparté, point de vigilance que je n'aurai pas le temps de développer, secret médical, secret partagé. Vous êtes dans un secret partagé. Un certain nombre d'entre vous ne sont pas des professionnels de santé reconnus au terme de la loi. Pourtant, partagent aussi le secret médical. Ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que le secret médical peut être partagé au sein d'une équipe de soins. Mais il faut que cette équipe de soins soit clairement définie, et là aussi, que le patient, résident, bénéficiaire, soit informé de qui a accès à quoi. Il y a un niveau d'habilitation qui est clair. Transmission et tenue des documents, parce que vous soyez dans une démarche d'évaluation ou parfois d'enquête, ce qui compte, les documents. Le juge ne regarde que ça. Le reste, vous dire, ah mais j'ai dit que j'ai tenu des documents. Qualité des transmissions. Qu'est-ce qu'on transmet, quand, comment. J'en dis pas plus. J'en arrive à la fin. Quels sont les différents outils que vous pouvez utiliser, notamment pour repérer déjà la vulnérabilité, donc les indicateurs de vulnérabilité. Vous avez ce type de grille qui existe avec là des critères de vulnérabilité, des clignotants, et puis là, des alarmes. Donc ça, vous pouvez le remplir bénéficiaire par bénéficiaire ou si besoin. Une charte d'action qui vient d'une région, c'est la Normandie en l'occurrence, hein, c'est principe de bientraitance et déclinaison d'une charte, c'est la charte éthique dont je parlais tout à l'heure. Voilà, un travail qui a été fait par exemple. Le questionnaire d'auto-évaluation, du moins un exemple, ça ressemble à quoi? Voilà. Des grands thèmes, et je réponds oui ou non à un certain nombre de questions. Donc ça, c'est adapté à votre pratique quotidienne. C'est un exemple parmi d'autres. Et pour finir, des outils d'information et de sensibilisation. Donc il y a une bande dessinée qui est éditée par Santé BD et qui, sous forme de, vous savez, facile à lire et à comprendre, a établi un certain nombre de fiches, notamment sur la maltraitance, pas que, mais notamment sur la maltraitance. Un site internet adultesvulnérables.fr et puis un thermomètre qui s'appelle un violentomètre en EHPAD qui a été établi par une société, un gestionnaire d'établissement qui est basé sur un violentomètre des violences sexistes et sexuelles pour les dames et qui a été adapté aux soins reçus par les résidents. Donc, du vert, tout va bien. Orange, signal d'alarme. Et rouge, alors là, on est dans des conduites maltraitantes. Voilà des outils concrets qui peuvent être utilisés. Et j'en ai fini. En vous remerciant. Merci.